Il y a quelques mois, notre invitée était tête de liste pour la droite et le centre aux élections régionales de décembre. Elle est aujourd'hui chef de file de l'opposition au sein de la nouvelle assemblée d'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Elle est aussi adjointe d'Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole et présidente d'Euro-Atlantique. Voilà, j'ai tout dit. Virginie Calmels, bonjour. Bonjour Jefferson Desportes. Bienvenue sur le plateau de TV7. Je disais à l'instant, j'ai égrené un peu toutes vos responsabilités. Elles sont nombreuses à Bordeaux, donc nous aurons beaucoup de questions à vous poser. Et je voudrais que l'on démarre cette émission avec cette interview avec un sujet que vous connaissez bien, c'est celui de la grande région. Alors, avec une question simple, on sait qu'il va y avoir un nouveau nom. Une consultation est ouverte, elle est en ligne sur Internet. Les internautes ont jusqu'au 5 mai pour faire valoir leurs propositions, émettre des idées. Est-ce que vous avez une préférence ou quelle est la tendance? Pendant la campagne, je m'étais déjà prononcée en faveur de la volonté de laisser les citoyens maîtres de leur destin sur ce sujet et de choisir le nom de la grande région. Et je n'avais pas exprimé ma préférence. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut encore une fois laisser les citoyens décider. Après, moi, je crois que c'est bien de coller un peu à l'histoire et de faire dans la simplicité. Voilà. Donc s'il pouvait y avoir Aquitaine, ce serait pas mal. Oui, mais c'est surtout que quand on colle à l'histoire et notamment au Grand-Duché d'Aliénor, Aquitaine évidemment revient, mais il ne faut pas que les Limousins ni que les Picto-Charentais ne se sentent pas investis dans cette grande région. Donc c'est aussi à eux de choisir et notamment de se positionner par rapport au fait de garder Aquitaine comme le nom de la grande région. Est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'on voit que toutes les autres régions changent aussi de nom. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire? Aujourd'hui, on semble avoir pris le pli avec ALPC, Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. C'est un peu aride. C'est pas très joli, vous savez, d'avoir ALPC, c'est-à-dire une contraction des trois anciennes régions. Garder un nom qui puisse avoir une signification, c'est important, je pense, là encore pour l'identification. Et puis, il faut jamais oublier que notre région, elle est tournée vers l'international. Donc, il faut garder ça en tête pour que ça parle au plus grand nombre. Et là encore, que l'identité, qui n'est pas simple à construire dans un territoire aussi vaste, soit préservée. Alors, affaire à suivre donc, mais maintenant je voudrais qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, un sujet un peu plus sensible, c'est celui des finances de la grande région. On en a beaucoup parlé. On le sait, fin février, Alain Rousset a révélé avoir découvert dans les comptes de l'ex-région Poitou-Charentes près de 132 millions d'euros de factures impayées. Il a demandé un audit et vous-même, vous avez demandé à ce que soit mise en place ou ouverte, tout du moins, une commission d'enquête interne. Où est-ce qu'on en est sur ce point ? En fait, le nouvel exécutif, donc dirigé par Alain Rousset, s'est effectivement saisi probablement avant que l'affaire n'éclate. Ils ont pris les devants en disant voilà, on explique au grand public qu'il y a un petit problème dans les comptes de Poitou-Charentes. Il se trouve que j'avais demandé à Alain Rousset d'avoir la présidence de la commission des finances pour l'opposition, pas pour moi personnellement. Hein, c'est Olivier Chartier qui a été élu et désigné pour diriger cette commission des finances. Mais par volonté de transparence, comme ça se fait dans beaucoup d'exécutifs, c'est l'opposition qui préside la commission des finances. Et dans ce cadre-là, eh bien, nous avons à peine tenu la commission des finances que l'audit est déjà quasiment terminé, puisque nous n'avons eu qu'une seule commission des finances qui a permis simplement d'élire le président, le vice-président et un petit peu la marche à suivre sur cet audit. Donc cet audit a été diligenté par l'exécutif actuel. Nous allons prendre connaissance des conclusions de cet audit la semaine prochaine, puisque la commission des finances va se tenir le 7 avril prochain. Et c'est là que nous allons découvrir l'ampleur des dégâts, je dis comme ça. Vous pensez que ça peut être au-delà des 132 millions? Oui, je crois que personne n'est dupe dans cette affaire. D'abord, il y a une volonté de faire croire qu'il y avait une découverte totale de cette affaire. Ce n'est pas le cas. Je crains qu'on ait quand même menti un tout petit peu aux électeurs. Et je crois que c'est aussi pour ça que les citoyens sont lassés de la politique et ne croient plus toujours dans les discours qu'ils entendent. Parce que malheureusement, c'est comme par hasard juste après les élections qu'on découvre des problèmes de gestion graves. Donc quand on vous suit, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne savait pas. Non, pour une raison simple. D'abord, la Chambre régionale des comptes émet des rapports. Elle a émis un rapport en 2013 qui a été communiqué en mars 2014, dans lequel elle alertait déjà sur des emprunts toxiques, des emprunts à haut niveau de risque pour la région Poitou-Charentes. Et là, c'était déjà 250 millions d'euros. Je veux bien croire l'exécutif sur la découverte des différés, le problème des créances impayées, qui sont en fait des différés dans le temps des remboursements de tout ce qui est créance en poussant un peu, je dirais, le tas de sable pour des problèmes de trésorerie. Ça, je veux bien croire. Mais M. Macaire, durant la campagne, et je rappelle qu'il faisait équipe avec M. Rousset, expliquait tranquillement
qu'il avait un problème et que d'ailleurs, il nous l'a redit en commission il n'y a pas longtemps, qu'il avait proposé une taxe pour venir compenser, on va dire, les problèmes de trésorerie de la région. Donc il était parfaitement au courant, il faisait équipe avec Monsieur Rousset, puis je vous rappelle que durant cette campagne, moi j'avais fait ce que j'avais appelé un business plan, un budget prévisionnel pour cette grande région, et on s'était quand même intéressé, ça me paraissait la moindre des choses quand on brigue un exécutif de cette taille, aux finances de la région consolidées, là où on pouvait faire des économies, là où on pouvait investir mieux, là où on pouvait baisser la facture fiscale pour les contribuables. Et de fait, je suis un petit peu étonnée que des présidents sortants puissent aujourd'hui nous expliquer qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils découvrent totalement le poteau rose. Pour autant, il y a sans doute une partie qu'ils découvrent effectivement parce qu'il faut être directement aux manettes pour en prendre connaissance. Oui, il n'était pas, le président Rousset n'était pas... Pour Alain Rousset, sur une partie. Sur Poitou-Charentes. Mais là encore, quand M. Macaire a proposé sa taxe, qui a été un peu enterrée après, parce que c'était pas dans l'ordre des choses que d'augmenter les impôts quand même, mais en tout cas, moi, j'y étais parfaitement hostile. Au contraire, apporter une vraie gestion de l'argent public avec des baisses de dépenses et davantage d'investissements. Bon, je pense qu'il y avait une partie, et d'ailleurs, c'est la Nouvelle République, je crois, votre confrère, qui a rappelé les citations de M. Rousset bien avant les régionales en disant « je n'ai pas envie de récupérer le bordel », je cite, de Madame Royal. Alors, justement, cette commission d'enquête interne que vous avez demandé, est-ce qu'elle est faite? Est-ce qu'elle va voir le jour? Est-ce que vous estimez qu'il faut que les anciens responsables de Poitou-Charentes s'expliquent? En l'occurrence, comme je vous l'ai dit, c'est un process qui nous a échappé. Nous ne sommes que dans l'opposition. L'exécutif a mené un audit avec un cabinet tout à fait de renom, qui est Ernst & Young, EY, qui mène l'audit pour la région. Et j'ai toute confiance dans la compétence de ce cabinet. Simplement, nous voulions une commission d'enquête indépendante pour effectivement pouvoir aussi auditionner. Je rappelle que M. Macaire est toujours dans l'exécutif. Alors, il a démissionné de son portefeuille, c'est-à-dire de vice-président en charge des finances, mais il n'a pas démissionné de la région. Et les élus picto-charentais, je me rappelle de débats avec Madame Coutan qui nous expliquait que la région Poitou-Charentes était presque mieux gérée que la région Aquitaine en termes d'endettement. Bon, aujourd'hui, ça fait un peu sourire. Donc, effectivement, peut-être que certains élus ne le savaient pas. Peut-être qu'il y a un problème de compétence. Moi, je crois qu'il faut quand même revenir à un moment donné à un des fondements même pour gérer de l'argent public et de ces sommes d'argent public. Il faut des gens compétents. Je crois que ça sera probablement la conclusion aussi de toute cette affaire. C'est qu'on ne peut pas laisser les clés du camion à n'importe qui. Il faut que quelqu'un ait le permis de conduire. Et là, je crains quand même que derrière toute cette affaire, on ne voit apparaître un vrai sujet de compétence sur certains élus qui gèrent de l'argent public en oubliant que derrière, c'est notre argent collectivement et qu'il faut y faire très attention. Alors Virginie Calmes, je vais aller même plus loin et au bout du raisonnement. Est-ce que vous demandez que Ségolène Royal, qui a été présidente de la région jusqu'en avril 2014, vienne elle aussi s'expliquer ou rendre des comptes? Alors je vous dis ça parce que, et on le verra à l'écran, Olivier Chartier, dont vous parliez à l'instant, qui est le président de la commission des finances, a fait lui le lien entre cette affaire et Ségolène Royal. Si on peut voir le tweet à l'écran, et donc ce lien est posé. Est-ce que il est posé d'autant plus que Ségolène Royal était présidente de cette région. Si l'audit le confirme, le milliard de dettes laissées par Jean-François Macaire et Ségolène Royal ne pourra pas rester sans suite, solder le passé, rebondir. Oui, mais parce qu'il faut rappeler que M. Macaire n'est président de la région Poitou-Charentes que depuis peu de temps, c'est-à-dire le moment où Mme Royal est arrivée au gouvernement. Donc on a évidemment cette concomitance qui fait que Madame Royal et M. Macaire sont quelque part dans le même bateau sur la gestion de la région Poitou-Charentes. Donc, Olivier Chartier, qui donc appartient à mon groupe d'opposition à la région, président de la commission des finances, jeudi prochain, dans cette commission des finances à laquelle j'appartiens moi-même, nous allons effectivement demander à aller au-delà des conclusions de l'audit. Alors, il y a des fuites dans la presse, on parle de chiffres très importants. Moi, je n'aime pas commenter des rumeurs, mais ce qui est certain, c'est que nous savons qu'on est en train de parler. Monsieur Rousset nous a parlé de 130 millions de créances impayées, de 130 millions aussi d'emprunts toxiques. En fait, c'était 250 millions dans le rapport de la Cour des comptes. Les créances impayées, c'est probablement le double. Donc, on sent bien qu'on tourne autour de 400 millions, peut-être même 500 millions.
Et je ne parle pas du crédit bail qu'un de vos confrères a additionné pour expliquer qu'il y avait carrément 1 milliard de dettes. C'est pas rien. Je pense que des élus responsables se doivent de rendre des comptes. C'est d'ailleurs, je crois, ce à quoi on aspire en tant que citoyen. Des élus qui font, qui sont dans l'action et qui rendent des comptes. Là, en l'occurrence, je pense que la commission des finances proposera, en tout cas nous le ferons avec Olivier Chartier, d'auditionner à minima les responsables et qui puissent aussi être entendus et s'expliquer. Je crois que c'est la moindre des choses. Donc les responsables, c'est Jean-François Macaire et cet exécutif-là, où vous mettez aussi Ségolène Royal dedans, parce qu'elle avait vivement réagi quand cette affaire est sortie. Écoutez, moi, je n'ai pas les conclusions de l'audit et donc il faut aussi voir à quand remontent les problèmes. Les créances impayées, la réaction de M. Macaire ou même de Mme Royal, c'est d'expliquer que tout ça est aussi lié au nouvel exécutif régional et à M. Rousset en particulier, qui aurait différé des paiements. Et on peut comprendre que pendant la période électorale notamment, ou pendant la période, on va dire, autour de Noël, il y a eu que la comptabilité soit arrêtée dans les paiements. Mais ça, c'est une période très brève. Et après, derrière, la machine se remet en route. Et c'est l'audit qui va le révéler ou pas. Est-ce que c'est finalement un accumulé de mois en mois, ou est-ce que c'est une situation transitoire? C'est pas du tout la même chose en termes de responsabilité, bien évidemment. En tout cas sur les sommes, et pour finir sur ce sujet-là, Olivier Chartier, lui, parle carrément d'1 milliard de dettes. Vous l'avez évoqué, si on additionne tout, mis bout à bout, ça peut arriver jusque-là. Il parle de ça parce qu'un de vos collègues de France 3 a sorti un papier révélant ça. Moi, j'aime pas, une fois encore, commenter. Puis, il se trouve que j'ai un passé qui fait que je connais un peu la finance et la comptabilité. Étant moi-même expert comptable, commissaire aux comptes, on n'additionne pas du crédit bail, de la dette, etc. Mais ça montre l'ampleur du sujet. On est sur des sommes très importantes. En tout cas, les 132 millions qui ont été annoncés fin février, on est au-delà, quoi qu'il en soit. Ah ça, je crois qu'on peut tous dire aujourd'hui que c'est le cas. Maintenant, une fois encore, j'attends les conclusions de l'audit, un audit indépendants, composés évidemment d'experts professionnels qui nous donneront la lumière sur les chiffres. Mais je crois que tout le monde peut, et c'est un peu je dirais, le savoir-faire de M. Rousset, c'est de prendre un peu les devants en disant « Ah, il y a un problème de l'ordre de 130 millions », et puis on va nous annoncer, et c'est quand même assez fréquent chez les socialistes, c'est-à-dire que derrière, c'est l'arbre qui cache la forêt, et on a une mauvaise gestion qui va bien au-delà, malheureusement, de ces chiffres. Et 500 millions d'euros, vous savez, à l'échelle de la grande région, c'est beaucoup. Alors justement, et c'est assez inquiétant. Et ce sera ma dernière question sur ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que cette affaire picto-charentaise peut venir handicaper, gréver les marges de manœuvre de la nouvelle région? Oui, la réponse est nécessairement oui, puisqu'on fusionne 3 régions. Donc mécaniquement, qui va payer l'addition c'est cette grande région. Donc indirectement, je dirais que bien sûr que les Aquitains, les Limousins et les Picto-Charentais eux-mêmes, qui sont des victimes de tout ça, vont subir les conséquences de ce trou. S'il faut combler 500 millions d'euros, vous comprenez bien que ça va se faire au détriment de l'investissement. Et déjà, dans ma campagne, j'avais quand même beaucoup mis en avant le fait qu'il y avait beaucoup de dépenses de fonctionnement. Et je parle du mauvais fonctionnement, pas le fonctionnement des lycées, qui est du bon fonctionnement, et nous avons tous besoin de lycées, mais le mauvais fonctionnement, c'est-à-dire les frais de structure, qui sont extrêmement élevés, et avec un investissement qui était à moins de 40% pour cette grande région. Alors, vous imaginez bien, avec ce trou ou cette dette ou cette ardoise, je ne sais pas comment l'appeler, eh bien que ça va venir gréver les investissements et que donc c'est l'ensemble des habitants de cette grande région qui vont finalement en payer les pots cassés. Très bien, affaire à suivre donc. Virginie Calme, je voudrais qu'on se recentre un peu sur Bordeaux. Là aussi, vous exercez beaucoup de responsabilités. Parlons d'Euro-Atlantique et de Bordeaux Métropole, de cet ensemble. Alors, une récente étude a comparé justement les 15 métropoles françaises. Bordeaux, dans ce palmarès, arrive à la première place, pour le cadre de vie. Et en revanche, au pied du podium, à la 4e place pour le potentiel économique. Donc, il y a encore des choses à faire. C'est notamment votre mission au sein d'Euro-Atlantique. Où est-ce qu'on en est sur ce dossier-là? On sait que vous espérez des sièges sociaux de grandes entreprises, mais aussi de la banque, de la finance. Est-ce que... On m'a souvent fait dire ce que je n'avais pas dit. En l'occurrence, moi, à mon âge, je ne crois plus au Père Noël et donc je n'ai jamais dit qu'on allait avoir soudain plein de sièges sociaux français qui allaient s'installer à Bordeaux. S'il y en a, on sera évidemment ravis et on fera tout pour les accompagner. Mais vous comprenez bien que la délocalisation d'un siège social est en général une décision extrêmement lourde, rare, très rare, et qui doit être guidée par des raisons très objectives, voire par déjà des salariés
présent ici. Ça pourrait peut-être être le cas dans le secteur de l'aéronautique, mais sinon, on voit mal finalement comment soudain des sièges sociaux se délocaliseraient à Bordeaux. En revanche, ma mission, qu'elle soit à la ville, à la métropole ou aujourd'hui aussi dans le cadre d'Euratlantique, c'est bien évidemment, et nous le faisons de façon collégiale, partenariale, avec les agences de développement, avec BGI, avec ADI, avec l'ensemble des élus, avec la Chambre de commerce avec laquelle nous signons une convention de partenariat, parce que je crois au collectif des acteurs économiques pour montrer combien Bordeaux a tous les atouts pour passer à un cap de son développement économique supérieur. Nous allons attirer beaucoup d'individus grâce à la LGV, vous le savez, en 2017 qui nous mettra à 2 heures de Paris. Eh bien, nous devons faire croître l'emploi dans cette ville. C'est ça mon objectif. Et pour ça, effectivement, c'est d'aider les acteurs locaux à grandir, à se développer, à devenir eux-mêmes les fameux sièges sociaux dont on rêve. On les a peut-être ici déjà parce que nos start-up ou nos petites entreprises locales vont devenir des grands groupes demain et il faut les accompagner à ça. Et puis, il faut aussi drainer, pourquoi pas, des filiales de grands groupes, des centres de décision. C'est ça qui serait important pour Bordeaux avec des emplois à la clé. On s'y emploie. Moi, vous savez, je suis une femme d'entreprise, donc je communique après. Je considère qu'on doit faire et communiquer après. Pour le dire autrement, est-ce que des dossiers sont en cours? Bien J'imagine sûr, que oui. bien Est-ce sûr. que vous avez des espoirs? Est-ce qu'on peut le tourner comme ça? Des dossiers sont en cours. On parle de plusieurs centaines d'emplois. C'est bien avancé, mais comme vous le savez, d'abord, moi, je suis respectueuse des instances, notamment dans les entreprises privées, la concertation, la consultation des organes syndicaux, les CE, CHSCT, etc. sont des étapes préliminaires et donc c'est évidemment pas aux politiques ou à qui que ce soit d'annoncer avant les entreprises. Et puis c'est souvent un cheminement qui est long. C'est pas du jour au lendemain, c'est des dossiers qui prennent des mois, voire des années pour réellement se concrétiser. Mais sachez qu'on y travaille activement et que ça fait partie, notamment pour Euratlantique, mais plus généralement pour Bordeaux, de nos objectifs, c'est-à-dire d'attirer ce qu'on appelle des emplois exogènes, c'est-à-dire venus d'ailleurs, et qui nous permettraient, là encore, d'accompagner cette croissance démographique de la ville par une croissance des emplois. Alors il y a un autre sujet sur lequel qui vous touche aussi de près, c'est l'immobilier. Alors on voit que la Cité du Vin est pratiquement livrée, c'est un phare dans la ville. On parle aussi de projets de tours en bois assez importants, de 50 mètres de haut, c'est ce qu'on a pu lire, notamment dans Sud-Ouest. On en est où sur ce terrain-là? Parce qu'il y a une forme à la fois d'innovation et de construction pour répondre à cette problématique du logement. C'est typiquement un dossier, je dirais, vertueux. Pourquoi? Parce qu'il allie le projet urbain et la rénovation urbaine de la ville dans le cadre d'Euratlantique, quartier de la Gare. Vous connaissez le périmètre de cette opération d'intérêt national. C'est aussi un projet économique parce qu'il fait travailler la filière bois et vous savez que dans notre grande région, c'est une filière très importante. Là aussi, derrière, des acteurs économiques, de l'emploi. Donc, donner de la visibilité en faisant gagner, comme nous venons de décerner, deux lots de tours en bois et de projets en bois, c'est donner à toute la filière bois un avenir et lui donner de la visibilité, donc la capacité à investir pour répondre à ce type de marché et de demande. Et puis derrière, c'est également la beauté de la ville et son caractère innovant. Nous ferons une première en Europe en la matière et donc c'est intéressant de voir que à Bordeaux, dans le quartier Euratlantique, il y a de l'innovation, on est précurseur, on dessine une autre ville, la ville de demain. Alors justement, on va revenir un peu plus encore sur Bordeaux tout à l'heure, mais juste un dernier mot, 50 mètres de haut, c'est pas trop haut. Vous savez, trop, pas trop, moi je ne suis pas compétente en la matière et puis c'est très relatif. Chacun a son avis. Je crois que ce qu'il faut, c'est de la cohérence, c'est que ça s'insère évidemment bien dans le but n'est pas de dénaturer Bordeaux, qui est une ville assez plate. Vous savez qu'ici, à Bordeaux, dès qu'on dépasse 3-4 étages, on a l'impression de faire des immeubles de grande hauteur. Mais c'est un tout, c'est un projet qui est porté par Euratlantique avec beaucoup de cohérence. Et une fois encore, il y a certains quartiers qui s'y prêtent plus que d'autres. Comme vous le voyez, nous préservons le centre-ville et ça, c'est quand même une mission collective que de garder ce centre-ville qui est plat, comme il est aujourd'hui. Il est classé au patrimoine de l'UNESCO et il fait la beauté aussi de la ville Pierre. Mais face à cette ville Pierre, notamment rive droite avec le Belvédère ou dans le quartier de la Gare, là, il va y avoir des constructions plus innovantes, plus modernes
et pourquoi pas ces projets en bois qui sont là encore des premières. Alors, on va rester sur Bordeaux, mais et aborder quelques questions un peu plus personnelles, un peu plus politiques aussi. On le sait, Alain Juppé vous a désigné comme ça dauphine. Alors, il y a un si, bien entendu, c'est s'il est élu président de la République en 2017. C'est une campagne que vous suivez aussi de près, parce que vous faites partie de l'équipe de sa primaire. Est-ce que vous êtes prête, Virginie Calmels, à devenir maire de Bordeaux? Est-ce que vous en avez envie? Oui, l'envie, oui, elle est évidente à partir du moment où on s'engage. Moi, j'ai fait le choix, après un parcours dans le privé, de m'engager. Je me suis d'abord et avant tout engagée aux côtés d'Alain Juppé et à Bordeaux, ma ville de cœur, là où je suis née, parce que je trouve que c'est une belle mission que de se mettre au service de l'intérêt général. Quand on a eu un parcours assez riche comme le mien, je trouve que ça donne du sens et j'ai envie de faire. Voilà, moi j'ai envie d'être dans l'action. Alors effectivement, pour les gens qui connaissent la politique depuis beaucoup plus longtemps que moi, tous reconnaissent que le mandat de maire est celui qui est probablement le plus valorisant dans l'action, justement, parce qu'on est dans le concret, parce qu'on peut changer le quotidien des gens et parce que, eh bien, on va effectivement pouvoir mesurer les performances, les réalisations, pouvoir gérer le bien public, pouvoir avoir une vision d'avenir. Donc, c'est évidemment une mission exaltante. Après, moi, vous savez, je ne suis pas comme certains qui se distribuent les postes longtemps là, à l'avance. Il y a une forme de distribution quand mais même. c'est pas moi qui l'ai revendiqué. Je suis très heureuse et très fière de la confiance que Alain Juppé m'a témoignée à cette occasion. Mais je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Vous savez, là encore une fois, en tant que Bordelaise, je pense qu'on est très heureux d'avoir Alain Juppé comme maire jusqu'en 2020, voire au-delà. En tant que Française, je crois que le pays a besoin d'un homme d'État comme Alain Juppé, que j'espère pour le pays qui va gagner les primaires en novembre 2016, laquelle tout le monde pourra participer puisqu'il n'en a pas besoin d'être encarté pour aller voter. Et derrière, qu'il gagnera l'élection de 2017, c'est un homme d'État, là encore, comme toujours avec Alain Juppé. Il a simplement voulu montrer qu'il anticipait, sans pour autant dire « je serai élu », c'est pas ça, il n'anticipe pas sur le résultat. Simplement, il explique aussi aux Bordelais, sa ville qu'il aime tant et dans laquelle il a mis tant d'énergie et tant de résultats pendant 20 ans, qu'il a pensé quand même à la suite. C'est aussi, une manière d'éviter une bataille inutile et pourquoi pas quelques tiraillements au sein de sa majorité. C'était aussi une manière, quand il a fait cette annonce, il y avait aussi la volonté, je vais le dire entre guillemets, de calmer les uns et les autres, que les esprits ne s'échauffent pas et ne spéculent pas trop sur sa possible... Probablement parce que là encore, mais je vous dis, je n'appartiens pas à cette catégorie de personnes. Il y a des gens qui se distribuent les postes ou qui se voient calife à la place du calife. En ce qui me concerne, c'est pas le sujet. Une fois encore, moi, j'ai toute confiance en Alain Juppé. Je suis là pour me mettre au service des Bordelais et des Bordelaises. C'est eux, et avant tout eux, qui décideront de qui sera le maire de Bordeaux en 2020. Si, avant 2020, effectivement, Alain Juppé se retrouvait dans une situation qui l'oblige à démissionner de la mairie de Bordeaux, il a simplement fait valoir ce qui était son choix, sa préférence. C'est une orientation. Et il a donné une feuille de route, c'est que je crois qu'on doit tous être mobilisés pour bien travailler au service des Bordelais et pas au service des petits intérêts personnels des uns et des autres. Alors, vous parlez d'intérêts personnels, mais si en tout cas ça se passe comme ça, en 2020, vous serez aussi candidate à la mairie de Bordeaux. Et si on regarde les derniers résultats des régionales, et je vais être bref, au régional sur Bordeaux, c'est Alain Rousset qui est arrivé en tête dans 3 cantons sur 5 avec 48,72. Il est arrivé en tête assez largement. Je reste sur Bordeaux. Ça prouve que votre implantation reste à faire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien évidemment. Vous savez, moi, je me suis engagée en politique il y a 2 ans pour les dernières municipales. J'avais une notoriété proche de 0 quand je suis rentrée dans le combat des régionales. J'y suis allée pourquoi ? Parce que je pense que si on a des convictions, que si on a envie de changer les choses, que si on a envie d'agir, d'être dans le concret, de faire, c'est ça qui m'anime, eh bien, il faut savoir mener des combats électoraux difficiles, et honnêtement, pour tout le monde, il était perdu d'avance ce combat-là. Personne ne m'a fait croire que j'allais gagner. On a cru à un moment, grâce à une belle dynamique de campagne, que peut-être on pourrait créer la surprise. Mais soyons réalistes, quand on m'a envoyé dans ce combat des régionales, c'était pas parce que ça allait être un parcours semé de roses et avec une élection garantie. Donc moi, je l'ai fait en pleine connaissance de cause, parce que je crois que c'est ça la force de l'engagement politique, c'est d'assumer le combat en première ligne
et éventuellement la défaite. Alors, donc je l'ai fait avec toutes mes convictions et c'est clair que l'envie que j'ai, elle est simplement d'être en mesure de pouvoir agir, d'apporter ma petite expérience et mon expertise différente issue du monde de la société civile, issue du monde de l'entreprise, petite, moyenne, grosse entreprise. J'ai eu cette chance d'avoir un parcours assez riche, assez varié également, et donc de le mettre au bénéfice du service public et du plus grand nombre. alors Virginie Calmes, il nous reste 1 minute, ce sera ma dernière question, elle sera brève. Alain Juppé défend aussi votre candidature aux législatives sur la 2e circonscription. Si jamais tout se passe bien, il va falloir choisir. On est en plein cumul des mandats. Alors, candidate à la municipalité et candidate aux législatives, ça fait beaucoup, non? Elle a encore, Quel message donner clairement en quelques secondes? Il y a un calendrier qui est très clair. Les législatives, ce sera pour après mai 2017, donc Bien juin sûr. 2017. La mairie de Bordeaux, c'est 2020. Et si Alain Juppé a gagné en mai 2017, à ce moment-là, il démissionnera de la mairie de Bordeaux. Donc peut-être que je serai maire, si c'est toujours dans cet état d'esprit-là que nous sommes tous, en mai 2017. Et puis on verra. Et je ne briguerai pas une élection législative. Si ce n'est pas le cas, nous verrons. Les choses ne sont pas écrites à l'avance. Et moi, une fois encore, je trouve presque malsain de vouloir trop, vous savez, se projeter. Moi, j'ai fait pas de plan de carrière. J'ai fait des choses merveilleuses dans ma vie, justement parce que j'avais pas de plan de carrière et que les choses sont arrivées parfois par hasard, parfois grâce aux opportunités et surtout grâce au travail et aux résultats. Moi, je ne crois qu'à ça. Donc, je suis tout à ma tâche. Je travaille et nous verrons après. Merci Virginie Calmes, ce Merci. sera le mot de la fin. Quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point de vue. Merci.